Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter mon top et top flop de l'année 2013. Alors l'année 2013, ça n'a pas été une excellente année au niveau livresque puisque j'ai eu pas moins de 15 déceptions, ce qui est énorme, et seulement 6 coups de cœur, ce qui est très peu. Du coup, pour faire mon top, j'avais pas 10 livres à vous mettre puisque je classe mon top, enfin une série c'est un livre. Donc voilà, vous allez voir, des fois je mets toute la série même si j'ai eu qu'un coup de cœur parce que voilà, c'est les livres que j'ai lus cette année. Enfin voilà, c'est un petit peu mon classement. En tout, je vais vous présenter 10 livres, 10 séries. Mais si je vous présente une série, il peut y avoir 3 livres. Ça dépend du nombre de livres que j'ai lus cette année. Je vous présente quand même les autres tomes, même si j'ai eu qu'un coup de cœur pour un des tomes, pour vous montrer quand même que j'ai continué et ce que valent les autres tomes si j'ai continué. Donc au final, j'ai pris 4 livres notés B+, ou 4 sur 5, ou excellente découverte, comme vous voulez, donc les 6 coups de cœur, donc ça c'est pour le top, et pour le top flop, je vous ai donc pris les 3 livres, non pas qui m'ont le moins plu, mais les 3 livres qui m'ont le plus déçu. Nuance. En troisième position, j'ai mis vraiment un livre qui ne m'a pas plu du tout. Et en deuxième et première position, je vous ai mis 2 livres qui m'ont déçu. Donc voici la présentation du top flop pour commencer maintenant. Alors en troisième position, comme vous avez pu le voir, il s'agit de Black Zone de Philippe Leroy, publié aux éditions Rajo dans leur collection Thriller. Alors je ne me souviens même plus si j'ai fait une chronique pour ce livre, tellement je l'ai trouvé inintéressant au possible. J'ai trouvé que l'histoire était bateau, très simple, vraiment pas à la hauteur en fait de ce que l'auteur était en train de construire. Il avait une excellente idée, il avait construit tout un truc, et il nous avait mis dizaines de personnages, et il avait tout mélangé, ça avait donné quelque chose. Donc au final, ces bonnes idées étaient ensevelies par tous les petits détails négatifs qu'il y avait sur le livre, notamment la simplicité des personnages qui m'avaient agacé, beaucoup trop de personnages pour la taille du livre et pour l'histoire. Je comprenais pas ce que venait faire ça là. Voilà, autant de choses négatives qui ont fait que le livre, je l'ai terminé, mais je ne sais pas comment. Vraiment en lisant de travers. Il me semble qu'il y a une suite, il n'est pas envisagé que je la lise. Déjà, ce tome m'a énormément déçue. Donc, si chronique ou avis j'ai écrit, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Et puis, voilà, je vous encourage pas franchement à lire ce livre, mais bon. Si vous voulez, et je pense qu'il y a des gens qui l'ont lu et qui l'ont aimé, donc voilà, allez voir leur avis aussi, ils sauront sûrement mieux vous convaincre de ce qu'il faut apprécier dans ce livre, bien mieux que moi, puisque je ne l'ai pas aimé. En deuxième position, La Ronde des Innocents de Valentin Musso, publié aux éditions Nouveaux Auteurs. Alors là, c'est une énorme déception. Tout simplement parce que j'avais adoré les cendres froides, oui, de Valentin Musso, qui avait été un énorme coup de cœur. La Ronde des Innocents est son premier roman. Il est dans le même genre que les cendres froides, c'est-à-dire un thriller. Mais là, l'auteur part dans un truc complètement abracadabrantesque. À savoir que c'est comme s'il avait eu plein d'idées en même temps, qu'il n'avait pas su faire le tri et il avait tout mis. Donc, ça donne un roman complètement tordu parce que l'auteur, la première partie est vachement addictive. Voilà, l'auteur tient son rythme, nous dresse vraiment tout un décor, pas de souci. Et puis, arrivé à la deuxième partie, patatras. L'auteur nous glisse un je ne sais quoi, là, un petit machin fantastique qui aurait pu être sympa, mais qui au final, ça part dans du paranormal, du surnaturel, ce que vous voulez, et c'est la catastrophe. J'ai pas compris ce que ça venait faire là, ça fout vraiment tout en l'air. Après, le livre il continue, c'est de moins en moins intéressant, la fin n'en parle même pas, j'ai rien compris, il y a un épilogue, on sait même pas ce qu'il vient faire là, on n'a pas la réponse à toutes nos questions, et puis l'auteur tout simplement est parti dans quelque chose qui, voilà, il conclut comme il a commencé,
voilà, c'est une grosse déception pour ce livre. J'aurais commencé par La Ronde des Innocents, je n'aurais jamais lu Les Cendres Froides. Or, Les Cendres Froides est juste un bijou. Il a été dans mon top 10 de je ne sais plus quelle année, mais il y a un petit moment. Mais voilà, vraiment un livre génial, Les Cendres Froides. Mais La Ronde des Innocents, grosse déception pour un auteur qui avait si bien commencé. Donc je pense que je lirai un troisième livre de lui pour voir si l'auteur penchera plus dans le j'adore ou dans le moyen. Voilà. En première position, le livre qui m'a le plus déçu, le tome 1 de Multiversum de Leonardo Patrignani. Que j'avais reçu donc en SP de la part de Gallimard, d'un côté heureusement parce que je l'aurais acheté, la couverture est juste sublime, le pitch est hyper tentant, hyper intéressant, ce roman avait absolument tout pour me convaincre. Le problème est que l'auteur aborde un thème très compliqué, très complexe, et que j'ai trouvé, parce que ce livre se balade entre deux. Autant il y a des coups de cœur, autant il y a des grosses déceptions comme moi, parce que le sujet est très complexe, et que l'auteur fait de la jeunesse. Et il reste dans la superficialité, et c'est juste incompréhensible. Je vous cacherai pas que j'ai rien compris. Autant l'univers des multiversions, ça j'ai compris. Autant l'explication du pourquoi, du comment, à la fin, là, j'ai rien compris. En plus, la fin, ça se termine, ils arrivent je ne sais pas où. Non, franchement, donc déjà la fin du tome, je l'ai trouvé raté. Mais les explications, parce qu'on a besoin d'explications quand même, je n'ai rien compris. Pourquoi? Je pense que c'est parce que le livre est beaucoup trop jeunesse pour le thème abordé. Le thème est trop complexe pour un un lectorat aussi jeunesse, pas dans le fait que les jeunes lecteurs ne comprendront pas, mais dans le fait que l'auteur ne peut pas rester aussi simpliste et aussi superficiel avec le thème qu'il aborde. Il faut plus d'explications. Peut-être que les explications viennent dans les tomes suivants, mais moi je n'irai pas lire les tomes suivants. J'ai tellement été déçue. De plus, je me suis pas du tout accrochée au personnage, que j'ai trouvé très fade. Qui sont à la fois, je sais plus si je les avais trouvés beaucoup trop jeunes qui paraissaient plus jeunes que leur âge, ou voilà, il y avait plein de choses, d'éléments un petit peu perturbateurs, le fait déjà qu'on puisse prendre l'avion comme ça du jour au lendemain quand on a 16 ans, il ne me semble pas que ce soit possible. Bon, voilà, plein de choses comme ça, un petit peu incompréhensibles. Le gars il part une semaine voilà en Australie, ses parents là je pense plus un avis de recherche, ou je sais plus, enfin il y a plein de choses que j'ai trouvé un petit peu bizarres. Donc voilà, je vais pas franchement vous conseiller ces livres, mais si vous avez envie de tenter, allez regarder les avis positifs. Ils vous diront les gens pourront vous dire ce que eux ils ont trouvé de positif, notamment pour Multiversion parce qu'il y a beaucoup d'avis positifs. Donc voilà, maintenant passons au top de mon année 2013. À la 10e position de mon top 10, il y a Elklist de Jennifer Brown, donc publié aux éditions Albin Michel dans leur collection Wiz. Ce livre m'a énormément bouleversée. Je pense que c'est un livre à faire lire dans les écoles parce qu'il aborde un thème très fort qui est celui du harcèlement, j'allais dire harcèlement sexuel, non, harcèlement scolaire, voilà, qui dégénère au point que la personne harcelée va dans une école et tire sur tout le monde. Comment est-ce qu'on peut en arriver à ce point-là? Comment est-ce que les gens peuvent arriver à faire souffrir autant une personne? Et comment personne n'a-t-il pu rien voir? C'est différents thèmes un petit peu abordés dans ce livre, tout en sachant qu'il y a aussi la reconstruction de la petite amie en fait de l'homme qui a tiré, qui a été elle-même inculpée en fait d'avoir participé plus ou moins à la fusillade, d'avoir incité son petit copain à faire la fusillade. Donc c'est vraiment un livre que j'ai trouvé très fort, très bouleversant. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en lisant ce livre. J'étais vraiment mal après. Voilà, il a vraiment remué. Ça n'a pas été un coup de cœur comme ça a pu l'être chez certains. Pourquoi? Parce que je pense que le début est peut-être un petit peu trop long. Disons qu'au début, je me suis demandé pourquoi est-ce que tout le monde l'aimait bien. Parce que je m'ennuie un peu. Après, c'est vrai que ce livre, il a une dose d'émotion. Il aborde un sujet très fort. Et franchement, je vous le recommande. Lisez-le. Parce que vraiment, ça vaut le coup. Tout le monde devrait lire ce livre. Et ces livres devraient être lus dans les écoles.
Même si c'est fort, même si c'est bouleversant, je pense que c'est le genre de livre qu'on devrait nous faire lire. C'est très bien de lire du Zola, etc. Il faut en lire aussi, mais Ageless, ça pourra peut-être faire quelque chose au niveau de harcèlement scolaire, ou pas. Mais voilà, c'est déjà mieux que rien. En neuvième position, le tome 1 de L'épreuve de James Dashner, donc Le Labyrinthe, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Alors je suis actuellement en train de lire le tome 2 en plus, là, que j'ai juste sous la main, je peux vous le montrer. Voilà, très belle couverture. Donc le tome 3 un petit peu dans le même genre. Voilà, si ça vous parle. Bah, voilà un aperçu du tome 3 ici. Le labyrinthe. Pourquoi est-ce que j'ai classé ce livre en neuvième position? J'avoue que je l'aurais bien classé un petit peu au-dessus, parce que après lecture, il m'a marqué beaucoup plus que certains coups de cœur que j'ai pu avoir. Mais, bah voilà, j'ai pas eu un coup de cœur pour ce livre, contrairement à d'autres. Il est énormément addictif. C'est la même chose pour tome 2. Quand vous commencez, c'est vraiment très dur de vous en détacher. Ce sont des petits chapitres avec beaucoup de dialogue, donc ça se lit très vite, et puis c'est en permanence de l'action. C'est très rare qu'un chapitre ne s'arrête pas sur un point brut, et du coup vous dites, bah, il faut que je continue, je veux savoir, et vous continuez, et vous engloutissez les 400 pages comme ça. C'est de la dystopie, ça s'adresse autant aux garçons qu'aux filles. Euh, ça pourra beaucoup plaire aux lecteurs d'Hunger Games, même si ce n'est pas du tout comparable à Hunger Games, comme pourrait le supposer le pitch du tome 1. C'est vrai que je pense que ça pourra beaucoup plaire aux lecteurs d'Hunger Games, parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu ressemblant quand même. C'est pas du tout ressemblant, mais il y a un petit truc qui rappelle un petit peu cet univers, la dystopie, voilà, je sais pas. Quand j'ai recommencé à lire le tome 2, je me suis dit, c'est vrai que je le conseillerais particulièrement aux personnes qui ont aimé Hunger Games, même si, gardez bien à l'esprit que ce n'est pas du tout pareil. Donc voilà, en plus, les livres vont être adaptés en film, donc c'est vraiment l'occasion de lire les livres, voilà, avant la sortie du film. Je sais pas si elle est prévue pour cette année, mais je crois, mais à vérifier. Voilà, vraiment un premier tome que je vous encourage à découvrir. Les portes du secret de Maria B. Snyder, découverte de l'auteur aussi cette année, avec le tome 1, Les portes, le poison écarlate, et le tome 2, Le souffle d'émeraude. Donc j'ai lu les deux tomes, j'ai eu un presque coup de cœur pour ces deux livres. Voilà, aucun des deux n'a atteint le coup de cœur, mais les deux vraiment se valent. C'est un univers fantasy avec une petite histoire d'amour. Voilà, c'est publié aux éditions Harlequin. Ne pas avoir des préjugés sur cette maison, parce qu'on se dit, oui, bon, ça va être de la romance. Ce n'est vraiment pas de la romance. C'est vraiment un livre de fantasy avec tous les éléments de fantasy que vous pouvez avoir, c'est-à-dire de l'action, de la magie. Oui, il y a une petite pointe d'amour quand même, mais dans tous les livres de toute façon. Et il y a du suspense, de la trahison, voilà, des surprises, des coups de théâtre. Vraiment une excellente découverte et ça se lit tout seul. En plus, je me suis énormément attachée à l'héroïne. Le tome 2 m'a autant plu que le tome 1, avec quelques personnages secondaires un petit peu mis en arrière, malheureusement, mais c'est logique, mais voilà, découverte d'un autre univers. Et j'attends le tome 3 un petit peu pour voir comment va se dénouer tout ça. Parce que l'auteur peut choisir plusieurs chemins, j'aimerais bien savoir, je suis curieuse de voir lequel elle va choisir. Donc voilà, vraiment une saga que je vous recommande. Et ils sont tous ressortis en version poche. Vous ne pouvez donc pas dire, vous n'avez pas l'excuse de bah ils sont trop chers. Donc voilà, ils sont autour de 7-8 euros le tome. Des couvertures splendides. C'est vrai que l'héroïne est une fille, donc ça serait peut-être plus un lectorat féminin, mais messieurs les garçons, ne boudez pas. Franchement, cette série peut vous tenter, peut vous convaincre. Voilà, c'est pas parce qu'elles ont de magnifiques couvertures roses, notamment pour le tome 1, que l'héroïne est une fille qu'il ne faut pas vous laisser tenter. Au contraire, aux amateurs de fantasy, pas de la grosse fantasy à Tolkien, mais voilà, une petite couche de fantasy, là, ça devrait énormément vous plaire. Position 7, encore de la dystopie. Et là,
de super livres. Pas des coups de cœur, mais vraiment des livres qui m'ont énormément marqué. C'est la saga Divergent, avec le tome 1 Divergent et le tome 2 Insurgent. Donc, c'est pas les noms français, je les ai lus en VF, mais voilà, je boycotte les couvertures VF horribles des éditions de Nathan, c'est même pas la peine. Donc, je vous ai mis les couvertures VO, ou alors la première édition VF, comme vous voulez. Donc, une série qui sort en film aussi, avec un tome 1 qui sort cette année, et de la dystopie juste prenante. C'est pas du tout comme le labyrinthe que j'ai pu vous présenter précédemment. C'est pas la même ambiance. Ça ressemblerait plus peut-être à la saga Promise d'Alicrombie. Voilà. Je trouve que autant le labyrinthe se rapprocherait plus d'un univers un petit peu à la Hunger Games, autant Divergent, c'est pas comme Promise, parce qu'aucune dystopie ne se ressemble vraiment. Elles sont toutes vraiment particulières. Mais quoique, je mettrai pas Divergent plus proche d'Hunger Games quand même. Et c'est pas comme Promise. Bref, vous verrez, il y a un film qui va sortir et c'est franchement une saga qui se dévore. Le début du tome 1 est peut-être un petit peu long, mais après c'est vraiment mis en place, ça va super vite. Le tome 2, j'ai juste été envoûtée. Il y en a beaucoup qui ont été déçus. Alors moi, je l'ai dévoré. Et la fin du tome 2 est juste horrible. Mais vraiment un cliffhanger. Mais c'était vraiment horrible. Il me fallait à tout prix le tome 3. J'ai hésité, le tome 3 en VO, le tome 3 pas en VO. Finalement, ça sera le tome 3 en VF. On va attendre. En plus, j'attends la version numérique parce que je n'aime pas les versions papier, ou alors l'emprunter à la médiathèque. On verra, mais vraiment une saga que je vous recommande avec de l'action, de l'amour, de la dystopie, et vraiment des révélations, des coups de théâtre en permanence, et voilà, franchement, une saga qui saura vous tenir en haleine. À la 6e position, et donc le premier coup de cœur que je vous présente, le tome 3 de La Peau des Rêves, Les Chimères de l'Aube de Charlotte Bousquet, publié aux éditions de l'Archipel dans la collection Galapagos. Alors, les chimères de l'Aube, La Peau des Rêves, j'avais eu 2 presque coups de cœur pour le tome 1 et le tome 2, et je n'ai toujours pas lu le tome 4, que j'arrête pas d'emprunter à la médiathèque et au final que je n'arrive pas à lire. Il y a 5 tomes de prévus. Pour avoir discuté rapidement avec l'auteur au Salon du Livre de Montreuil, le tome 5 initialement prévu en version numérique sera peut-être publié en version poche par les éditions J'ai lu, si je me souviens bien de ce qu'elle m'a dit. Donc voilà, au niveau de ce tome 3, j'ai trouvé ce tome 3 beaucoup mieux que le tome 1 et 2, jusqu'à aller au coup de cœur, parce que, comme d'habitude, Charlotte Bousquet n'hésite pas à faire souffrir ses personnages, mais l'héroïne Anya m'a beaucoup plus parlé que notre héroïne précédente, donc Cléo, parce que cette saga fonctionne un petit peu par 2 tomes. Il y a un fil directif, ce qui oblige à lire dans l'ordre, mais les 2 premiers tomes sont avec Cléo, et donc les deux suivants sont avec Anya, donc j'avais un petit peu peur de moins aimer Anya, et au final je l'aime plus, son histoire me parle encore plus. Voilà, c'est vraiment fort, c'est un livre assez fort en émotion. Voilà, Charlotte Bousquet, j'ai lu tous ses livres au niveau des thrillers, j'ai été très déçue, mais vraiment cette saga fantasy me plaît énormément. Un petit peu déstabilisée au départ par tout le vocabulaire qu'elle met en place, par tout l'univers, parce qu'elle met des mots, puis elle nous dit, elle insinue CF lexique en fait, elle nous réexplique pas forcément, voire elle ne l'explique pas du tout parfois. Donc voilà, mais franchement une saga que je vous invite à découvrir, une auteure que je vous invite à découvrir. Vous pouvez vous arrêter au tome 1, tome 2, parce que l'histoire de Cléo est résolue. Après, il y a le fil directif qui n'est pas résolu, mais voilà. Ça, c'est à vous de voir. En 5e position, la conclusion d'une saga avec le tome 4 de Fédélins, L'ombre des pères de Nadia Coste, publié aux éditions Grune. Alors, Fédélins a été une saga coup de cœur. Chaque tome a été un coup de cœur. C'est une saga que je trouve totalement atypique parce que dans le tome 1, il n'y a vraiment pas d'action et pourtant j'ai dévoré. Dans le tome 2 et dans le tome 3, dans le tome 2 il y a un petit peu plus d'action, dans le tome 3 aussi, bon dans le tome 4 aussi, mais voilà, c'est pas une saga que je qualifierais d'action. Un tome 4 qui est assez prévisible, c'est vraiment le dénouement de ce que j'avais un petit peu deviné depuis le début. Bon, ça c'est un petit bémol, mais en même temps c'est tellement bien écrit,
c'est tellement un univers particulier, avec un style vraiment particulier, que j'ai tout simplement dévoré et que j'ai... Voilà, encore une fois, j'ai eu un coup de cœur et je vous invite vraiment, vraiment à découvrir cette saga qui n'a pas plu à tout le monde parce que le style est particulier, parce que le tome 1 est assez calme. Voilà, il y a un grand manque d'action quand même dans le tome 1, faut l'avouer. C'est vraiment une découverte du monde. Donc voilà, peut-être que ça vous parlera pas trop, c'est pour ça que je vous dirais pas d'acheter le livre, mais si vous pouvez l'emprunter, vous le faire prêter par une amie, un ami, bah n'hésitez pas parce que ça vaut vraiment le coup et peut-être que comme moi vous aurez un énorme coup de cœur pour cette saga. Alors mon dernier coup de cœur en date, après presque 6 mois sans coup de cœur, j'ai enfin lu un one-shot qui a été voilà, vraiment un énorme coup de cœur, toujours pas de chronique écrite, 40 jours de nuit de Michel Pavé, publié aux éditions Hachette. Bah écoutez, ce livre m'a fait frissonner, il m'a limite fait pleurer, il m'a totalement angoissée, je l'ai dévoré, j'ai été complètement captivée par l'action, il y a des personnages très attachants, que voulez-vous? Il y a des éléments pseudo-fantastiques, il y a vraiment, vraiment, vraiment tout. Voilà, et puis surtout le fait d'avoir eu peur, ça c'est un élément très important pour moi parce que j'ai très rarement peur. Donc quand un livre me fait peur, c'est que voilà, il est vraiment très réussi. Vraiment ce livre, il est court, il se dévore, l'histoire est vraiment très très captivante. Voilà, c'est assez atypique je trouve comme livre. Voilà, on est propulsé dans l'univers de l'Antarctique et puis on reste là, donc c'est un petit peu à huis clos, en fait, on reste toujours au même endroit, avec toujours les mêmes personnages. Donc, heureusement que l'auteur a opté pour un format court, parce que sinon, je pense qu'on se serait ennuyé. Mais là, il n'y a vraiment pas le temps de s'ennuyer, parce qu'on angoisse en même temps que le personnage, et on a peur, et je peux vous dire que j'étais vraiment pas fière quand je le lisais. Donc voilà, vraiment un livre que je vous invite à découvrir. Michel Pavé, c'est une auteure que j'avais déjà tenté, que je n'avais pas forcément apprécié, mais là, 40 jours de nuit, vraiment un gros coup de cœur. En troisième position et donc sur la dernière marche du podium, la série saga Vampire Academy de Richelle Nuit, publiée aux éditions Castelmore. J'ai lu le tome 1 Sœur de sang, le tome 2 Morsure de glace et le tome 3 Baiser de l'ombre. Alors j'ai eu un coup de cœur seulement pour le tome 1 parce que c'est un peu paradoxal. J'ai tiré ce livre dans un rendez-vous que je faisais avant qui s'appelait Le Chapelier Fou. Et j'étais absolument pas motivée pour lire. Je l'ai quand même lu, mais je m'attendais à être hyper déçue, et au final, j'ai adoré. Le tome 2, bah, je m'attendais à adorer, j'ai été un petit peu déçue. Et puis, bah, le tome 3, c'était au milieu. J'ai pas autant apprécié que ça, pas autant. Enfin, j'ai apprécié, j'ai mis 4 sur 5. Mais, étant donné que j'avais été spoilée, bah, j'ai un petit peu moins apprécié. Mais vraiment, c'est une saga que j'ai énormément apprécié, puisque j'ai quand même lu 3 livres cette année, et là je suis en train de lire le 4e, donc c'est vraiment très rare que je fasse ça, c'est que vraiment je l'ai apprécié énormément. À qui je pourrais la conseiller? Bah écoutez, peut-être aux gens qui ont envie de découvrir la Bitlit de manière un petit peu tranquillement, voilà, c'est de l'AIA, donc ça peut convenir. Personnellement, Vampire Academy fait partie des premières séries Bitlit que j'ai lues, et voilà, maintenant je découvre de plus en plus le genre. Et voilà, il y a vraiment tout dans ce livre. Il y a de l'action, de l'amour, pas mal d'amour, mais il y a aussi une amitié fraternelle assez forte. Il y a plein de suspense. Il y a des éléments vraiment. Bah, voilà, pour moi c'est une première. Je les ai jamais vus dans d'autres livres. Tout ça fait que je suis vraiment captivée par cette série. Puis voilà, des personnages attachants. Donc, franchement, je vous invite à la découvrir. Là aussi, il y a un film qui va sortir. Malheureusement, la bande-annonce ne tente pas. L'affiche du film est juste horrible. Vous l'avez peut-être vu, le machin avec rose, là, une affiche rose avec 2 filles dessus. Ça correspond absolument pas à l'univers du livre. Donc je sais pas ce que ça va donner le film. Je pense pas que j'irai le voir tout de suite. Je pense que je vais d'abord attendre d'avoir des avis pour décider si je vais ou non le voir. À la deuxième place du podium, une saga chouchoute qui était déjà là l'année dernière dans le top 10, toujours avec 2 tomes. Je dis 2 tomes par an, c'est génial.
Ah, mince. Le tome 3, Le baiser du fer de Patricia Mills. Et le tome 4, La croix d'ossement. Un coup de cœur pour les deux. Celui-ci, je trouve qu'en fait, cette saga va en croissance. C'est-à-dire que le tome 4 est meilleur que le tome 3, qui était meilleur que le tome 2, qui était meilleur que le tome 1. Autant le tome 1, j'ai pas eu un coup de cœur, mais à partir du tome 2, j'enchaîne les coups de cœur avec cette saga. C'est hyper captivant. C'est la première saga que je lisais un petit peu dans ce genre urban fantasy. Donc, excellente découverte avec Mercy Thompson, qui est une héroïne farouche, qui voilà, elle est marrante. Enfin, elle est marrante, elle est vraiment farouche, elle est courageuse, mais il y a toujours une petite trace d'humour. Donc, en plus, elle a vraiment le don de se foutre dans des situations. Voilà, c'est vraiment genre d'héroïne avec un caractère fort. Puis, bien entendu, il y a un petit trio amoureux. Donc, arrivé, il me semble que c'est la fin du tome 3 où Mercy fait son choix. Oui, c'est ça. C'est à la fin du tome 3 où elle fait son choix. Donc voilà, évidemment, on attendait. Dans le tome 4, il y a un petit peu les répercussions de ce choix. Et puis, il y a la suite. Disons que le tome 4, si je ne me trompe pas, il y a un petit peu une suite du tome 2. C'est ça. Donc voilà, dans le tome 1, on découvrait l'univers des loups-garous. Dans le tome 2, l'univers des vampires. Dans le tome 3, l'univers des faées. Et hop, dans le tome 4, l'univers des vampires. Donc voilà, une saga que je vous invite vraiment à découvrir, même si vous trouvez les couvertures moches, parce que à part la couverture du tome 4, je les trouve toutes moches. Je n'étais pas du tout atterrée par cette série. On m'a offert le tome 1. Donc voilà, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette saga. Puis je lirai du coup le tome 5 et le tome 6 en 2014 en espérant avoir un coup de cœur. Et puis pour terminer cette vidéo qui sera un petit peu longue, je m'en excuse, le meilleur livre que j'ai lu cette année, c'est Chroniques lunaires, le tome 1, Cinder de Marissa Meyer. Souvent je trouve que la première position est assez dure à attribuer, et puis souvent je me dis que le livre qui a la première position vaut peut-être pas cette première position. Sauf que depuis que Scarlett est sortie, je trépigne d'impatience. Alors je ne l'ai toujours pas. Pourquoi? Parce que je voulais l'avoir d'occasion. Puis au final, je me dis maintenant que si j'ai réussi mes examens, j'achèterai neuf. Voilà, comme lot de félicitations. Et puis si j'ai pas réussi mes examens, j'achèterai de cases comme lot de consolation. Voilà. Comme ça, j'y trouve mon compte et au final, j'ai le livre. Non, et puis surtout, je l'ai pas acheté avant parce que je me disais que le Père Noël allait peut-être me l'apporter. Donc voilà. Mais vraiment, Cinder, ça a été une excellente découverte. C'est de la dystopie encore, j'ai pas mal de dystopie au final dans mon top 10. Mais c'est une réécriture de conte, donc c'est totalement différent. Ça ne correspond à aucune dystopie que j'ai pu lire avant. Puis j'adore les réécritures de contes. Donc là, c'est la réécriture de contes de Cendrillon. Oui, on voit quelques petits trucs qui rappellent Cendrillon, mais pas plus que ça, honnêtement. Et puis c'est un livre qui m'a totalement envoûtée. Je l'ai dévoré. Les personnages sont hyper attachants. L'histoire est à la fois prévisible et imprévisible, parce que j'ai été plus d'une fois étonnée. Et en même temps, j'avais prévu pas mal de petits trucs. Mais voilà, l'auteur n'a pas forcément pris le chemin que j'aurais pris, et du coup ça m'a étonnée, ça m'a beaucoup plu, et j'ai hyper hâte de lire la suite. Alors je sais pas comment ça va se dérouler, parce que dans le tome 2, c'est donc l'histoire du chaperon rouge. Donc je sais pas, que va devenir notre Cinder, je me suis pas renseignée non plus. Donc voilà. Donc voilà pour ce top et ce top flop de l'année 2013. J'espère que l'année 2014 me réservera beaucoup plus de coups de cœur, tellement que je ne saurais lequel vous présenter. Et puis beaucoup moins de flops. Vu comment c'est parti pour le moment 2014, ça va. Donc j'ai commencé 2014 avec un coup de cœur, donc tant mieux. Puis voilà, donc je vous retrouve pour une future vidéo. Donc il me reste le bilan de l'année 2014 à faire, où je vous présenterai donc l'auteur de l'année, les trois meilleures séries que j'ai découvertes cette année et les 3 one-shots que j'ai découvertes cette année. Et puis voilà, un petit bilan au niveau de mes lectures, au niveau du blog, etc. Donc je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la future vidéo. Bisous bisous.